Alors bonjour Pascal, aujourd'hui on se rejoint comme nos téléspectateurs ont pu le voir en description et dans le titre pour parler de Salman Rushdie et de l'affaire dramatique liée à son actualité aujourd'hui puisqu'il a été agressé au couteau. Donc voilà, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors on va aujourd'hui se demander en fait pourquoi Salman Rushdie est un symbole, pourquoi en fait il y a eu une fatwa qui a été émise contre lui en 1989 par l'Iran, par le guide spirituel de l'Iran, à savoir Khomeini. On va aussi se poser la question de savoir pourquoi ce livre qu'il a écrit, Les versets sataniques, a été si mal pris dans le monde musulman. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que ça l'est pas? Qu'est-ce qu'on trouve dans le livre? On va parler aussi rapidement de ce qu'on trouve dans le livre, puisque j'ai lu ce livre. Et puis ensuite, en fin de vidéo, on fera une analyse un petit peu de tout ça et puis on recollera tout ça à l'actualité et à ce que ça représente symboliquement que l'agression de Salman Rushdie. Pour cela, j'ai voulu avoir avec moi aujourd'hui Pascal, qui est aussi très intéressé sur ces sujets, qui a écrit un livre que j'ai chroniqué. Alors, pas tout seul, mais c'était un livre collectif, un livre extrêmement intéressant qui s'appelle, rappelle-nous Pascal, qui s'appelle, j'ai zappé le titre. De l'emprise à la liberté. De l'emprise à la liberté. Merci, très gentil. Et donc voilà, je laisse Pascal se présenter, nous rappeler qui il est, et puis ensuite on va parler, comme je vous l'ai dit, du menu que j'ai mis en avant. Bonjour Pascal. Bonjour Cyril, merci d'avoir de me donner l'occasion d'échanger effectivement avec toi autour d'une thématique qui nous intéresse tous les deux, puisque nous sommes, je dirais, pour faire bref, des militants laïcs, qui avons évidemment chacun, je dirais, une religion d'origine, mais qui à un moment donné s'est aperçu qu'il était aussi important peut-être de parler de manière plus universelle et de savoir finalement, en tant qu'être humain, ce qui était de nature de fait à nous rejoindre et non pas nous diviser comme le font malheureusement trop souvent les religions. Alors, on va parler de Rushdie et c'est vrai que j'avais envie, à l'entame de notre échange, Cyril, de te lire un extrait d'un livre de Kavanagh, Lettres ouvertes au Cubéni. C'est un ouvrage qui est paru en fait en 1994 chez Bayard, si je ne m'abuse. 1994 pour les Français. 1994 pour les Français. Et il y a notamment en fait un texte de Kavanagh qui était donc en fait le cofondateur de Charlie Hebdo, donc il sait de quoi il parle et la montée des extrémismes religieux et le danger effectivement pour nos démocraties. Et il y a notamment en fait un texte, je le disais prémonitoire, qui est intitulé Appel au meurtre. Le gouvernement d'un État est souverain à l'intérieur de ses frontières, et s'il lèse, emprisonne, torture ou brime en quelque façon que ce soit les ressortissants de cet État, nulle instance ne peut l'en empêcher tant qu'il fait cette petite affaire à l'intérieur de ses frontières. Je n'approuve pas, je constate. Mais qu'un gouvernement tel celui de l'Iran donne l'ordre véhémentement proclamé à l'extérieur de ses frontières et dans le monde entier d'assassiner dans un État étranger un homme précisément désigné, comment cette incitation au meurtre peut-elle ne pas entraîner une unanime réprobation, accompagnée de sanctions immédiates? En Angleterre, en France, partout, les leaders islamistes appellent publiquement au meurtre de Salman Rushdie, coupable d'un crime ahurissant d'anachronisme, celui de sacrilège. Et la chose n'arrive pas à dépasser le stade de l'anecdote, révoltante certes, mais qui ne saurait fixer durablement l'intérêt des médias et donc des masses. On cantonne l'affaire au domaine des excès pittoresques, mais limité du fanatisme pan-islamique propulsé par les ayatollahs. On ne souligne pas, on préfère ignorer, la signification terrible de cette acceptation, de cette résignation et bientôt de cette habitude à une intolérance qui nous ramène aux époques sanglantes des religions toutes puissantes. Qui est Rushdie? Peut-être un athée, peut-être un agnostique, peut-être simplement un croyant qui n'a pas abdiqué la totalité de son sens critique. Peu importe, il est désormais la révoltante illustration, la préfiguration de ce que sera ce lamentable XXIe siècle qui doit être religieux ou ne pas être, ainsi que l'a prédit un de ces ciseleurs de prédiction qui sonnent bien et débouchent sur des sujets du bac. L'intolérance conquérante du fanatisme islamique justifiera l'intolérance du tac au tac des fanatismes chrétiens qui n'attendent que l'occasion. La télé appellera cela l'escalade, c'est un mot qu'elle aime. Les ayatollahs ont mis la tête de Rushdie à prix. Elle rapportera 1 million de dollars à son assassin s'il est étranger, 3 millions s'il est iranien. Les maîtres de l'Iran ont-ils donc aussi peu confiance dans le zèle religieux de leur sujet qu'ils doivent pour eux tripler la mise? Donc voilà un petit peu un extrait en fait de ce long texte que je viens de citer qui me semble effectivement être parfaitement illustrateur de ce qui malheureusement vient de se passer effectivement début de ce mois d'août 2022.
Ouais, effectivement, ça fait réfléchir, hein. Moi, ces textes, ça me met toujours en colère, non pas à cause du texte, parce que le texte est très bon et effectivement, il fallait dire ça. Mais c'est que, en fait, ça me rappelle en fait qu'on était tous au courant. Ça me rappelle qu'on savait tout ce qui allait se passer, comme pour Charlie, de toute façon. Et ça me rappelle qu'on a tous mis la tête dans le sol au nom de l'antiracisme, au nom de des idéologies de tolérance, au nom de la nouvelle religion diversitaire qui voudrait qu'on accepte absolument tout, qui voudrait que voilà, les gens qui ont oublié de lire Voltaire et sont traités de la tolérance, qui voudraient qu'on tolère tout et n'importe quoi. Donc c'est vrai que ça a tendance à m'irriter. Bref, alors, on va rappeler vite fait qui est Salman Rushdie, pourquoi symboliquement est-ce que c'est quelqu'un d'important, et puis pourquoi il a eu une fatwa sur sa tête en 1989. Alors Salman Rushdie, en fait, c'est un écrivain, c'est un auteur indien et c'est quelqu'un en fait qui en 1989 a écrit les versets sataniques. En fait, c'est un roman, les versets sataniques en fait, et qui voilà, qui raconte l'histoire de deux personnes en fait qui vont subir dans un avion un attentat terroriste. Ces personnes vont mourir et en fait, eh bien ces personnes vont rencontrer le diable pour l'un et pour l'autre, il va rencontrer les anges ou il va devenir un ange, voilà, selon l'interprétation qu'on en fait. Et puis, au fil du roman, eh bien, on s'aperçoit que dans ce roman, Salman Rushdie va revenir en fait sur les fameux versets sataniques qu'aurait reçus en fait le prophète de l'islam. Et donc, dans la véritable histoire, en tout cas dans l'histoire, la véritable histoire, c'est compliqué de dire véritable, mais en tout cas dans l'histoire canonique et théologique islamique, en fait, eh bien, le prophète aurait vu le poteau rose et en fait, tout cela se serait rétabli assez rapidement. Et dans le roman, Salman Rushdie pose la question et si? Et si en réalité, en fait, le prophète de l'islam n'avait jamais véritablement vu le poteau rose, et si la révélation qu'il avait reçue, en fait, était une révélation qui émanait du diable? Voilà, donc il a posé cette question, et c'est cette question centrale, en fait, qui a crispé au sein d'un roman, eh bien, tout le monde musulman. Il faut rappeler à l'époque, Khomeini, donc, du coup, a émis une fatwa contre Salman Rushdie, expliquant, comme tu l'as dit dans le texte, eh bien, qu'il y aurait beaucoup d'argent pour qui attenterait à la vie de Salman Rushdie. Donc, Salman Rushdie, depuis 1989, vivait et vit encore sous protection policière. Pour un roman, hein, en Occident, il faut quand même se mettre ça dans la tête. Quand beaucoup de gens nient les conflits et les chocs de civilisation, voilà, j'ai un petit peu du mal avec ça aussi parce qu'on a quand même des gens d'une ère civilisationnelle différente de la nôtre qui viennent en fait essayer d'attenter à la vie des libres penseurs qui se sont réfugiés chez nous ou qui vivent chez nous. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Et puis, donc Salman Rushdie, oui, en 1989, il a eu une fatwa sur sa tête. Il y a eu beaucoup de remous face à la publication des versets sataniques. Beaucoup de pays se sont révoltés. Enfin, vous connaissez les pays musulmans. Dès qu'on commence à les manipuler, à leur dire qu'on a insulté leur religion, ils attaquent les ambassades occidentales, ils foutent le feu partout, etc. Et ces gens, j'en suis sûr, n'ont même pas lu ce roman. Parce que ce roman n'est absolument pas subversif. Il y a des essais qui sont beaucoup plus subversifs, je te le disais en off. Et en fait, ce roman, comme son nom l'indique, est un roman. Et il pose des questions, en fait. Et un roman, on l'oublie souvent, c'est de l'imagination. C'est-à-dire que Salman Rushdie n'a blasphémé aucunement. En fait, il a simplement fait travailler son imaginaire et c'est avec l'imagination qu'on arrive à poser des questions au réel. C'est ce qu'a fait Salman Rushdie. En fait, il n'y a rien de subversif là-dedans. Donc voilà, je ne comprends pas en fait tout ce qui s'est passé autour de la sortie de ce livre. J'invite, j'ai vu qu'il était numéro un des ventes là depuis quelques jours sur Amazon et je trouve ça très bien. Et que les gens ne fassent pas que l'acheter, qu'ils le lisent et ils verront qu'il n'y a absolument rien de subversif dans ce livre. Il n'y a pas de quoi tuer un homme, il n'y a jamais de quoi tuer un homme. Mais encore plus dans ce livre en fait. Ce livre n'est absolument pas subversif en fait. Salman Rushdie a été un des premiers qu'on a voulu faire taire et on a voulu le faire taire pardon, parce qu'il est originaire d'Inde, je pense, hein, parce qu'il savait de quoi il parle et très souvent, vous le savez, les musulmans sont beaucoup, en tout cas les fanatiques musulmans, sont beaucoup plus violents avec ceux qui viennent de leur civilisation et qui décident d'en dénoncer les travers plutôt qu'avec les occidentaux. Donc ça, c'était important à dire. Et donc, depuis 1989, eh bien, Salman Rushdie vivait en fait sous protection policière, comme je l'ai dit, et sous le coup d'une fatwa qui a été émise par Khomeini, à l'époque guide spirituel de l'Iran, mort depuis. Et c'est vrai que ça fait 33 ans, et donc du coup, on avait un peu l'impression que bah, les choses s'étaient un petit peu tassées, et peut-être que eh bien, Salman Rushdie était enfin tranquille, surtout qu'il y avait eu des actes violents autour, hein, autour de Charlie Hebdo, autour de Vincent Van Gogh, enfin bref, il y a eu beaucoup de violence, hein,
Et ce qui est d'assez d'ailleurs malheureux, c'est qu'on s'habitue à toute cette violence islamique. C'est ce qui était en partie dit dans ton texte, dans le texte que tu as lu. Et je trouve que c'est très juste aussi. Et donc, on arrive aujourd'hui, 33 ans après, un, comment dire, un Américain d'origine libanaise, évidemment musulman, chiite, eh bien, s'en est pris à Salman Rushdie. Et ce qu'il y a d'hallucinant en plus, c'est que la presse iranienne a félicité cet homme. Et comme le dit le texte que tu as lu, eh bien, il n'y a aucune mesure en fait contre l'Iran de féliciter un meurtrier qui a attaqué un symbole de la liberté d'expression chez nous. Ça me paraît hallucinant. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Pascal. Ben oui, effectivement, un peu, c'est comme tu le dis, ça passe crème, alors qu'en fait, on devrait se lever, j'ai envie de dire, comme un seul homme, une seule femme, pour justement défendre nos valeurs démocratiques. Et je pense que ce qui était ici, finalement, au cœur du débat, du problème, c'est la liberté évidemment, de conscience, d'une part, pouvoir changer de religion, pouvoir éventuellement ne pas en avoir, être athée, agnostique, peu importe. Et puis la liberté, évidemment, d'expression, qui est absolument centrale. Et chez nous, évidemment, elle se marie aussi, et c'est important avec la liberté de religion. Mais quand on est fanatique, effectivement, la liberté religieuse, je dirais, prend le pas sur la liberté de conscience et d'expression. Et donc, il n'y a plus que la religion qui est au centre et quiconque, effectivement, la critique ou quiconque, éventuellement, qui est censé être musulman d'origine, se convertirait à notre religion ou deviendrait athée, apostasierait sa foi et est susceptible, effectivement, de tomber sous, euh, sous un coup de couteau, sous une balle, par un fanatique. C'est un peu ce qui s'est passé avec Salman Rushdie et qui était aussi, quelque part, considéré comme un apostat. Alors peut-être donner quelques nouvelles de Salman Rushdie. À l'heure où on parle, en fait, Salman Rushdie a été poignardé au cou. Apparemment, il aurait les tendons sectionnés, les tendons du bras, évidemment, qui seraient sectionnés. Il est sorti de respirateur artificiel, puisqu'il était sous respirateur artificiel, et apparemment, il serait sorti du coma et il aurait dit quelques mots. Voilà. Donc, il en est là, mais sa vie est toujours en danger. Il n'est absolument pas sorti d'affaire. Et eh bien, moi, j'espère, comme toi et comme beaucoup de gens, j'espère que Salman Rushdie va évidemment s'en sortir. Il aurait un œil crevé, j'ai oublié de le dire. Mm. S'il s'en sort, il aura perdu un œil. Alors, il y a deux solutions, hein, s'il réchappe de cet attentat, ou bien il vit caché toute sa vie comme un ermite et personne lui en voudra parce que il a tenu si longtemps, il a laissé une œuvre derrière lui si importante. Mais il peut avoir aussi une autre envie, c'est celle de se dire, eh bien, ils ont attenté à ma vie, j'ai 75 ans, j'ai plus rien à perdre, je vais leur rentrer dedans encore plus fort. Voilà. C'est personnellement ce que j'espère et je serai derrière lui. Et ce qui m'irrite, en fait, c'est qu'en Occident, euh, j'ai partagé un texte de Abnous Shalmani, qui est iranienne, enfin, qui était iranienne, qui est d'origine iranienne et qui est désormais française, et qui nous rappelle en fait à quel point elle a été choquée en France quand il y a eu la fatwa en 1989 et quand les versets sataniques sont sortis, à quel point en fait on se rend pas compte, mais en France, il y a énormément de gens, notamment des musulmans issus de l'ère islamique du Maghreb, qui soutiennent en fait le fait de tuer Salman Rushdie. Et elle raconte ça. À l'époque, elle était dans des cours de récréation. Elle avait, je crois, 9 10 ans quand elle est arrivée en France. Et elle était extrêmement honteuse parce qu'elle avait fui l'Iran pour fuir Khomeini et pour fuir la répression de Khomeini et pour fuir ce qu'elle appelait les femmes corbeaux, c'est-à-dire les femmes voilées, et toute cette moraline et toute cette tartufferie. Et pour elle, en fait, dans son esprit d'enfant, en France, le pays de la liberté, eh bien, tout le monde était avec Salman Rushdie. Et en fait, voir qu'on a des gens qui sont contre Salman Rushdie dans notre pays, et plus globalement dans notre civilisation, qu'on appelle la chrétienté, ou dans la civilisation occidentale, comme on veut. Mais dans tous les cas, voir des gens comme ça voilà, qui vivent parmi nous et qui vivent en fait comment dire, en total, comment dire, ouais, des gens qui vivent en fait avec des valeurs qui sont complètement antinomiques des nôtres en fait. Et Mm. on est tellement imbécile, on est tellement lâche qu'on refuse de le voir. Et quand on le voit, on dit ah mais c'est normal, les pauvres, etc. Et on laisse en fait se développer ces mauvaises herbes. Et je parle pas des gens. Quand je parle des mauvaises herbes, je parle des idées. On laisse se développer ces mauvaises herbes en fait sur notre territoire. Et franchement, eh bien voilà à quoi ça aboutit. Et je trouve ça extrêmement dommageable moi. Oui, ben justement, pour rebondir, Cyril, c'est vrai que c'est aussi la peur finalement d'être traité d'islamophobe, et donc on préfère effectivement s'écraser et laisser faire. Et par rapport à ça, justement, j'ai tombé sur un texte de Salman Rushdie
dans son autobiographie intitulée Joseph Anton. C'est son pseudo qu'il avait utilisé, qui était paru, un livre paru chez Plomb en 2012. Il disait notamment ceci: un nouveau mot avait été inventé pour permettre aux aveugles de rester aveugles, l'islamophobie. Critiquer la violence militante de cette religion dans son incarnation contemporaine était considéré comme du fanatisme. Donc on en revient finalement à une inversion des valeurs, devient fanatique celui effectivement qui ose critiquer la religion et quelque part est orthodoxe effectivement celui qui souhaite, je dirais, protéger sa religion même au prix du sang. Donc il y a là effectivement un concept en Occident que l'on connaît bien aussi et qui est de nature à chercher en tout cas à nous faire taire pour justement ne pas heurter les sensibilités autres que les siennes. Bah oui, exactement. J'avais un débat à l'écrit ce matin encore sur ce sujet où moi je disais, eh bien, regardez encore un hindouiste suédois qui agresse quelqu'un. Et la personne qui se réclame de l'ère civilisationnelle islamique, au moins dans ses origines, et qui vit sur notre territoire, me dit, ah, merci de reprendre le vocable de l'extrême droite, etc. Mais en fait, c'est ironique, c'est-à-dire que ça fait tellement d'années en fait qu'on nous dit mais non, l'islam c'est la paix, mais non, vous inquiétez pas, les gens qui viennent de l'immigration sont des gens qui cherchent la paix, etc. Oui, pour la majorité, j'en suis persuadé. N'empêche qu'il y a beaucoup de complaisance, il y a beaucoup de violents, et voilà, je veux dire, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. On a une immigration qui vient de l'ère civilisationnelle islamique qui est hyper importante. Cette immigration génère, que les gens soient d'origine ou pas, mais cette immigration génère des fanatiques. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Je sais que les gens se disent oui, c'est islamophobe. Alors voilà, Salman Rushdie a dit ce que c'était l'islamophobie. Et je suis tout à fait d'accord avec lui, mais c'est pareil pour le racisme. On nous dit il est raciste de dire ce qu'on voit. Je sais pas, moi, les croyants portaient plainte contre Dieu si la réalité est raciste, mais moi, je peux pas faire autrement que de dire ce que mes yeux voient. Et à un moment, dire ce qu'on voit, c'est pas réduire. En fait, le racisme, c'est réduire les gens à leur gène et à leur race. Il s'agit absolument pas de ça dans mon discours, ni dans le discours de ceux qui voient ce qu'ils voient. Il s'agit simplement de dire avec cette population qui vient de cette ère civilisationnelle, il y a des problèmes. Ces problèmes peuvent être culturels, ces problèmes peuvent être d'ordre éducationnel, ces problèmes peuvent être d'ordre culturel, comme on l'a vu en France avec l'imam qui a été mis en cause par Gérald Darmanin. Donc, et puis d'autres imams, hein, d'ailleurs, ça n'a pas commencé maintenant, mais on voit qu'il y a différents problèmes. Et on ne peut pas faire comme si on ne voyait pas que ça ne vient pas des hindouistes, que ça ne vient pas des bouddhistes, que ça ne vient pas des chrétiens, que ça ne vient pas des zoroastristes. Ça vient des musulmans, qu'ils soient des musulmans cultuels ou des musulmans de l'ère civilisationnelle islamique. Voilà. C'est ça, en fait, qui m'irrite le plus, c'est qu'on fait, encore une fois, pour Salman Rushdie, je l'ai dit, c'est un Américain d'origine libanaise. Eh ben, c'est pas un Américain d'origine suédoise. Je suis désolé de le noter, je suis désolé de le voir, je suis désolé que la réalité m'envoie ça aux yeux, mais c'est la réalité et à un moment, on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc, on a un problème avec cette immigration-là, partout, même en Suède, qui est un des pays les plus tolérants au niveau de l'immigration. Eh bien, il y a des problèmes, il y a des émeutes. La Suède n'a jamais été un pays colonisateur, donc il n'y a absolument aucune excuse pour qu'il y ait des problèmes en Suède, et pourtant, il y en a beaucoup. Alors, vraiment, à un moment, voilà, il faut le voir. Je sais que les gens à qui on propose une vision ou une analyse civilisationnelle ont tendance à se crisper en disant ouh là là, racisme, racisme, Renaud Camus, etc. Mais on peut avoir une analyse civilisationnelle sans être raciste. Je veux dire, les civilisations existent, c'est une tautologie que de le dire. Et il y a des valeurs qui sont différentes d'une civilisation à une autre. Les problèmes ont commencé chez nous à partir du moment où on a accepté l'immigration de masse sans assimiler et sans même plus intégrer. Venez comme vous êtes, version McDonald's. Eh bien, je suis désolé, mais les gens, quand ils passent la frontière, eh bien, ils ne changent pas de mœurs, ils ne changent pas de civilisation, ils ne changent pas de rite, ils ne changent pas ce qu'il y a dans leur tête. Il n'y a pas une disquette qui s'efface quand on passe la frontière et qu'on arrive en Occident. Ces gens-là arrivent avec des idées préconçues, avec des préjugés, avec une manière de voir la vie. Et ces préjugés, cette manière de voir la vie et cette civilisation est antinomique à nos valeurs. Donc, à un moment, il va falloir regarder les choses en face et se poser la question des problématiques autour de ces populations-là. Je ne sais pas ce que tu en penses et comment c'est en Belgique. Ben oui, c'est un Voilà. peu le même problème évidemment quand on parle d'immigration, forcément.
on parle de certains problèmes civilisationnels entre valeurs justement occidentales et valeurs religieuses qui ne parviennent pas effectivement à s'intégrer, je dirais, chez nous parce que de fait, la religion est tellement prégnante qu'elle doit quelque part l'emporter sur tout le reste, fût-ce effectivement chez la personne qui accueille. Et c'est quelque part, moi, ce qui me fait aussi bondir, évidemment, Cyril, c'est que on a l'impression que pour certains, Dieu est à ce point faible qu'il a besoin du bras armé de certains pour faire entre guillemets respecter sa parole dite divine. Ça, c'est aussi évidemment un gros problème. Certains ont une interprétation telle des textes religieux que ça amène effectivement à de l'ultra-violence. Mais Rushdie n'est pas le seul évidemment à avoir fait l'objet d'une fatwa. Et ceux qui font l'objet de fatwa, ce sont des personnes évidemment qui quelque part osent justement rappeler la liberté d'expression, la liberté de conscience, l'égalité aussi homme-femme. Moi, je pense notamment évidemment à Kamel Daoud, euh, qui a été aussi qui a fait l'objet aussi d'une fatwa par un imam salafiste en 2014. Et puis Teslima Nazrin aussi qui a fait l'objet d'une fatwa en 1994 pour son livre L'Adja, puisque là, dans ce livre, elle tenait des positions justement féministes face à un islam rigoriste où pour un certain courant, effectivement, la femme ne peut pas être l'égale de l'homme, comme évidemment dans le christianisme également. Donc on voit bien que ces personnes qui osent prendre la parole et qui ont effectivement une certaine autorité sont des personnes qui, à un moment donné, on veut les faire taire, quoi. Et finalement, ce qui moi me questionne derrière tout cela, et ça questionnait justement déjà aussi un grand auteur que tu aimes bien, c'est Spinoza évidemment, et tu rebondiras certainement après sur ce qu'il a notamment dit. Il dit ceci, euh, ça a été de tout temps le grand objet des théologiens d'extorquer aux livres saints la confirmation de leurs rêveries et de leur système afin de les couvrir de l'autorité de Dieu. C'est-à-dire qu'au nom de Dieu, on se permet de tuer son voisin. Exactement, je suis d'accord avec cette citation de Spinoza, évidemment. Je voudrais revenir sur deux choses. La première chose, c'est de rappeler tout simplement ce que sont les fatwas. Depuis tout à l'heure, on parle de fatwas. Rappeler ce que sont les fatwas et ce qu'est aussi le fait de traiter quelqu'un d'islamophobe, parce que, à mon sens, c'est la même chose. C'est-à-dire que symboliquement, c'est placer une cible sur des gens. Et on voit, parce qu'on a plein de gens qui nient ça, qui nous disent non, mais c'est rien, une fatwa, c'est juste un avis juridique régional. Ou alors on a des gens qui nous disent non, mais traiter d'islamophobe, c'est juste voilà quelqu'un qui est intolérant à l'islam, donc on lui dit ça. Non, traiter quelqu'un d'islamophobe, on l'a vu dans le cas de Charlie Hebdo, ça tue. Ça tue les gens, ça empêche de parler, ça autocensure. Ça, voilà, l'islamophobie tue. Et puis, il y a autre chose, un autre point, par ailleurs, qui n'a rien à voir, sur lequel je voudrais revenir, c'est que très souvent, on tombe dans un travers, nous qui connaissons ces choses, nous qui surveillons ces choses, on tombe dans un travers. Et c'est Driss Gali, que j'ai interviewé la semaine dernière, je vous laisse regarder la vidéo, qui me le disait, et je pense qu'il a raison sur ce point. Les islamistes, quand ils veulent fédérer derrière eux, ils n'emploient pas des discours de Spinoza, de Voltaire, des trucs compliqués, etc. Ils disent le salut est derrière nous, le social est derrière nous, on vous viendra en aide. C'est simple. Et en fait, on est trop intelligent. C'est-à-dire que nous, on développe des concepts à des gens qui ne les écouteront, qui ne les regarderont et qui ne les comprendront jamais en vérité. Donc il faut peut-être aussi qu'on soit un petit peu plus simple et qu'on se dise notre civilisation, c'est ça, pour telle et telle raison, aller dans la simplicité. Parfois, il faut qu'on soit un peu plus simple. Parce que Spinoza le disait, tous peuvent obéir, peu peuvent former une éthique par eux-mêmes, peu peuvent réfléchir. Par contre, tous peuvent obéir. Il faut qu'on se rappelle qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de réfléchir par eux-mêmes, qu'il y a des gens qui sont incommodés de la liberté. Ils ne savent pas quoi en faire. Et ces gens-là, il faut qu'on leur donne un cadre. Ce cadre doit être l'État, ce cadre doit être la nation, ce cadre doit être notre civilisation, mais il faut leur parler avec des termes qui sont des termes qui emportent l'adhésion de l'émotion, parce que c'est comme ça qu'on emporte les gens qui ne réfléchissent pas beaucoup, c'est avec l'émotion, et il faut qu'on leur parle plus simplement, et il faut aussi qu'on les rende fiers de l'Occident, c'est-à-dire qu'on a un Occident que tout le monde déteste aussi. Comment s'intégrer à une ère civilisationnelle que même ceux qui en sont issus, même ceux qui en sont les héritiers, même ceux qui vivent dedans, chient dessus toute l'année. Voilà, toute l'année, on nous apprend qu'on a été les seuls à être des esclavagistes. Toute l'année, on nous apprend qu'on a colonisé le monde et qu'on a fait que le mal. Toute l'année, on nous apprend qu'on est une civilisation de l'agression, de l'agressivité, de la douleur et du malheur, en oubliant tout ce qu'on est par ailleurs.
Voilà, il y a vraiment tout ça aussi qui me paraît important de répéter. Donc voilà, cette Oui, analyse civilisationnelle, voilà, j'y tiens parce que je pense que sans dire que ça dit tout en fait de ce qui se passe chez nous, sans dire que ça dit tout de ce qui se passe dans le monde, c'est quand même une grille d'analyse, c'est quand même un outil intéressant. Voilà, je sais pas ce que tu en penses toi, Pascal. oui, Cyril. Ben écoute, quand on a des valeurs civilisationnelles éventuellement extrêmement différentes, voire opposées, et qu'effectivement en Occident on souhaite préserver les siennes en estimant qu'elles sont un progrès, qu'elles sont de nature à émanciper aussi bien l'homme que la femme, qui a des valeurs d'égalité qui sont effectivement pour nous extrêmement prégnantes et qui du coup doivent être défendues, ben, je pense à ce moment-là évidemment que chaque fois que ces valeurs-là sont mises à mal par une personne qui, de fait, est à l'opposé de ces valeurs-là, il faut évidemment que l'État soit extrêmement ferme par rapport à cela. Et je pense que quelque part, derrière la peur de cette fermeté, d'être ferme, il y a, je dirais, la peur tout court des réactions, évidemment, en chaîne, des personnes opposées, je dirais, à leur propre intégration dans nos démocraties. C'est un peu le ventre mou, hein, c'est l'expression de Bolem Sansal. Je me souviens très bien quand moi j'étais encore loin de toute cette problématique, je le lisais, je l'écoutais, je me disais toujours, mais enfin, il exagère, quoi, c'est un Algérien, il a ses problèmes en Algérie, donc, il lui disait, attention, ce qui se passe en Algérie et ailleurs dans le monde musulman, ça va vous arriver aussi chez vous, en Occident. Et petit à petit, on lit, on s'informe, et puis on voit aussi l'actualité, malheureusement, qui donne raison à ces hommes-là, que ce soit Kamel Daoud ou Sansal. Et à un moment donné, on prend conscience, on se dit, c'est pas des faits isolés, c'est vraiment effectivement une façon, je dirais, de saper nos démocraties que de chaque fois effectivement essayer sur le terrain de venir avec ses propres valeurs religieuses. On l'a bien vu évidemment en France et on le voit encore à chaque fois avec l'histoire du Burkini dans les piscines, que ce soit à Grenoble ou ailleurs. On voit qu'il y a vraiment une volonté systématique avec des associations derrière, de faire effectivement prévaloir des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et chaque fois, on voit qu'il y a malheureusement des personnes qui, par peur, par complicité, par électoralisme, n'osent pas justement faire front et dire non, ça, on n'est pas d'accord, ce ne sont pas nos valeurs et donc on ne marche pas là-dedans, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis ça me fait penser à Jamila Benhabib qui a aussi vécu en Algérie, qui avait le même diagnostic, qui a toujours d'ailleurs le même diagnostic que effectivement Boualem Sansal ou Kamel Daoud, et qui introduit une notion dans son livre, je crois que c'est Après Charlie, c'est un livre qui est sorti en 2015, je vous mettrai le lien en description parce que j'ai chroniqué le livre. Et en fait, dans ce livre, elle dit un truc très intéressant, c'est qu'il y a aussi l'arrogance occidentale. C'est-à-dire qu'en gros, vous savez ce qui est arrivé en Algérie, c'est arrivé là-bas chez les indigènes, chez les Algériens. Évidemment, personne ne le dit, et c'est comme ça que c'est un peu pris. Donc c'est arrivé chez eux, mais ça peut pas arriver chez nous. On est trop bien pour que ça arrive chez nous. Eh bien, moi, je serais moins arrogant que ça et je regarderais en me disant que voilà, sans dire qu'il s'est passé la même chose en Algérie que chez nous, il y a quand même des similitudes, il y a quand même des choses qui ressemblent, comme par exemple la prise d'assaut des islamistes, enfin, je veux dire, la prise d'assaut des syndicats, pardon, étudiants par les islamistes, l'entrisme qu'on voit à peu près partout en politique, la politique qui de plus en plus, en fait, s'installe dans les mosquées. Il y a quand même véritablement des similitudes. On n'en est pas encore au point de l'Algérie, mais voilà, il va falloir à un moment se réveiller. Ça fait 30 ou 40 ans qu'on met la poussière sous le tapis et qu'on essaye de ménager tout le monde. Et on voit bien qu'en fait, en faisant ça, eh bien, on empire les choses et le réveil va être de plus en plus compliqué. Et puis on a aussi un problème avec notre civilisation. C'est-à-dire que, bah, pour revenir à cette analyse-là, je veux dire, ce que fait la civilisation islamique par son immigration massive, c'est ce que font toutes les civilisations. Elle essaye de s'imposer, elle essaye de s'installer. Je veux dire, on est là dans un process naturel. Et si elle arrive à s'installer de plus en plus, c'est parce que notre civilisation est faible. Et si notre civilisation est faible, c'est parce qu'il n'y a pas eu peut-être ce travail de transmission aux jeunes générations. Demandez aujourd'hui à un gamin de 20 ans ce que c'est être laïque. Demandez-lui ce que c'est l'universalisme. Demandez-lui ce que c'est la République. Pourquoi l'avènement de la République? Quelles sont comment dire, quelles sont les lignes ou ouais, les lignes philosophiques, en fait, les lignes de philosophie politique qui ont amené au système dans lequel on est, qui est très imparfait, mais qui est un des meilleurs au monde. Les gamins sont plus capables d'expliquer ça, ils sont plus capables d'expliquer pourquoi on a les valeurs qu'on a. On a même des gens qui nous disent, ouais, mais attendez, vous vivez comme ça parce que c'est un coup de bol, en gros. Vous êtes arrivé sur une terre, c'était super riche, il y avait du pognon, super, nickel. Voilà un petit peu comment les jeunes générations, pour beaucoup, voient l'Occident sans voir on est les récipiendaires d'une autorité. Non, on est les récipiendaires en fait comment dire, d'un héritage philosophique, culturel, civilisationnel
qui nous amène à être sur des terres où il fait bon vivre. Et s'il fait bon vivre, c'est pas simplement le hasard. C'est parce que des gens ont réfléchi avant, c'est parce que des systèmes ont été imposés dans nos géographies, souvent par le sang et les larmes, par ceux qui viennent d'en bas ou par des gens qui réfléchissaient dans les élites. Donc voilà, c'est ça aussi qu'il faut savoir se dire, parce que comment dire, c'est le meilleur moyen de résister en fait à cet assaut civilisationnel que d'être fier de sa civilisation, que d'être fier de l'héritage qu'on est censé porter. Et c'est ce qui permettra à ceux qui viennent d'être plus nombreux en fait à vouloir s'assimiler en fait à cette civilisation, parce que vouloir s'assimiler à une civilisation dont les gens sont fiers, ça fait envie. Moi-même, j'aurais des fois, quand je regarde le patriotisme américain, des fois je me dis, putain, j'aimerais bien être un peu américain parce qu'ils sont tous fiers de leur pays, ils sont tous fiers de machin, etc. Ou quand je vois des gens qui nous parlent de l'Algérie, purée, le nationalisme algérien, enfin, je veux dire, la famille Le Pen, c'est des rigolos à côté. Euh, donc voilà, ce que je veux dire, je prône pas le pénisme, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi être fier de notre civilisation, et c'est ce qui permettra aux gens, en fait, de s'identifier à cette civilisation et de nous y rejoindre, en fait, avec plaisir, avec force. Alors, il y en a déjà qui le font, mais souvent, ce sont des gens qui sont plus instruits que la moyenne, donc qui sont assez rares. Donc voilà, j'ai interviewé certaines de ces personnes, d'ailleurs, sur ma chaîne, vous pourrez les retrouver. Mais voilà, la majorité des gens viennent ici, en France ou en Belgique ou ailleurs, et prennent nos pays pour des distributeurs d'argent, pour des guichets d'argent et de bien-être. Et en fait, ils viennent ici, on nous dit, attendez, ici, on est dans un espace de liberté. Eux, la liberté ne la comprennent pas comme émancipation, et puis personne ne leur explique quand ils arrivent, hein, puisqu'on refuse d'intégrer, on refuse d'assimiler. Donc ils arrivent, ils se disent, chez vous, c'est une terre de liberté. Sous-entendu, dans leur esprit, la liberté, c'est faire ce qu'on veut. On va imposer notre religion et notre manière de vivre. C'est notre liberté à nous. Fermez-la. Sinon, ça veut dire que vous n'êtes pas un pays de liberté. Et évidemment, en face, eh bien, on a des Occidentaux qui ne sont plus capables d'expliquer que la liberté, c'est l'émancipation, c'est faire un pas de côté par rapport à la condition qui est la nôtre. Non, la liberté, c'est venez comme vous êtes, c'est le Burkini, c'est le McDonald's, c'est voilà. Voilà, Oui. on a une faiblesse philosophique qui est assez importante et qui fait peur, en fait, en Occident. Oui, d'où l'importance, Cyril, aussi de pouvoir remettre des mots justes et de pas se laisser piéger justement par certains termes comme discrimination, comme islamophobie justement, ou toute la question justement du blasphème, du respect qui serait dû à la religion, de la tolérance à l'égard des croyants. À un moment donné, il faut pouvoir, je le disais, remettre vraiment au centre du débat le vivre ensemble et ce que ça implique justement en termes de respect qui est dû aux convictions de chacun. Et forcément, ça nécessite aussi des limites de part et d'autre pour ne pas justement empiéter sur le terrain de l'autre et faire en sorte qu'on puisse de fait vivre en harmonie. Quand on vit en démocratie, par définition, on vit avec des personnes qui pensent différemment de soi. Et on n'a pas à imposer évidemment une pensée unique au nom d'un texte religieux. C'est toute la différence entre s'exprimer verbalement, débattre des idées avec un esprit critique, une liberté d'expression, une liberté de conscience, ou venir effectivement avec un texte religieux et au nom de ce texte religieux vouloir imposer en vrai contre tout ses propres convictions, sa propre manière de penser et d'agir dans la vie de tous les jours, quoi. C'est ça, et puis il faut aussi qu'on choisisse notre immigration. Faut pas qu'on se cache derrière notre petit doigt. C'est-à-dire que accueillir des gens qui veulent venir en France parce que c'est la France ou parce que c'est la Belgique dans ton cas, parce qu'ils connaissent les valeurs de ce pays, qu'ils ont envie d'embrasser ces valeurs, parce que ces valeurs leur paraissent les bonnes. Mais c'est avec plaisir, c'est avec grand plaisir. Évidemment, dans la mesure des possibilités d'accueil qui sont les nôtres, mais c'est avec grand plaisir. Mais accueillir des gens qui viennent ici pour imposer leur manière de vivre, mais il faut qu'on sache dire non. Il faut aussi, alors je parle pour la France, en Belgique, je ne sais pas trop comment ça se passe, tu nous diras, mais en France, enfin, on demande quasi rien aux gens, même pas de parler français. Il y a quelques heures de français imposées et encore. Donc, je veux dire, on demande absolument rien et ces gens sont ensuite pris en charge par des associations de gauchistes qui détestent la France, qui détestent la civilisation, qui ont une haine de soi, eh bien, qu'ils transmettent à ces immigrés. On leur dit que si jamais qui que ce soit en France leur demande de changer, eh bien, c'est véritablement du racisme. Comment vous voulez que ces gens, en fait, aiment le pays dans lequel ils arrivent et comment vous voulez qu'ils aient envie de s'intégrer? Je veux dire, voilà, c'est pas possible. Alors, je sais pas comment est l'accueil en Belgique, mais je pense qu'on doit regarder ce point-là, il est très important. Oui, ben, je pense on en est conscient en Belgique, effectivement, et a été mis en place maintenant il y a quelques années des parcours d'intégration, justement, pour que la personne qui vit en Belgique puisse justement connaître quelles sont les valeurs
de notre État. Même chose quand un étranger de nationalité belge, à un moment donné, il fallait même pas savoir parler la langue, une des langues nationales. Aujourd'hui, justement, il y a aussi un parcours d'intégration et une obligation de pouvoir démontrer que l'on parle une des langues nationales pour obtenir la nationalité belge, parce que c'est vrai que sinon c'est, moi je me souviens parfois de cas où tu arrives à l'audience et c'est une dame pour le coup qui là est voilée et la juge s'adresse à elle parce qu'elle demande la nationalité belge et elle dit moi pas comprendre, j'entends mon avocat. Et là, on se dit, oui, il y a quand même un problème. Elle vient de la nationalité belge et en fait, clairement, elle montre à la magistrate qu'elle n'est pas en mesure de parler un mot en français sans son avocat. Donc, on se dit que voilà, ça, c'est ce genre de choses qui n'est plus possible au jour d'aujourd'hui. Mais on a quand même laissé faire ça pendant des dizaines d'années. Donc, il faut pas s'étonner non plus à un moment donné qu'on restreigne non pas forcément les droits, mais qu'on restreigne en vue justement d'un vivre ensemble qui soit, je dirais, authentique et pas simplement sur papier. Je suis entièrement d'accord parce qu'après ce genre de situation, quand elle est répétée et répliquée, eh bien, on arrive à ce qu'en France on appelle le séparatisme ou à ce que d'autres pays appellent le communautarisme. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vivent les uns à côté des autres, mais qui n'ont plus rien en commun et qui, voilà, qui n'ont plus rien à se dire et qui parfois, quand c'est le cas avec la civilisation islamique, quand leur civilisation a des valeurs qui sont trop antinomiques comment dire, de la civilisation d'accueil, et bien du coup, ça crée des tensions, ça crée de la violence, et ça ne va pas. Et comme le disait Huntington dans son livre, eh bien, les pays qui acceptent en fait le multiculturalisme, hein, c'est-à-dire c'est pas la diversité, hein, souvent les gens confondent le multiculturalisme, c'est d'accepter en fait de faire vivre les gens dans des communautés étanches les unes à côté des autres. Eh bien, Samuel Huntington nous rappelle que ça n'a jamais existé. En fait, une civilisation comme ça n'a jamais perduré. Pourquoi? Eh bien, parce que une ère géographique, une ère civilisationnelle qui vit avec plusieurs civilisations, c'est tout simplement une civilisation qui n'a pas de civilisation. Or, on ne sait pas vivre autrement ensemble qu'en ayant en fait une civilisation commune. Parce qu'une civilisation, c'est quoi? C'est des valeurs culturelles communes, c'est des valeurs politiques communes, c'est une vision de l'homme qui est à peu près commune. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit être un clone et penser de la même manière. Mais je veux dire, c'est pas trop éloigné. On n'est pas dans une vision antinomique. On voit bien qu'un Mm. Français et un Belge, eh bien, même s'ils ont des différences, se rejoignent sur l'essentiel. On voit bien qu'un Belge et un Espagnol, même s'ils ont des différences et même leurs pays ont des structures politiques différentes, on voit bien qu'on n'est pas très loin. On voit bien qu'on a des valeurs essentielles de base qui se ressemblent. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas intégrer des personnes d'autres pays, mais il faut être plus vigilant avec ces personnes-là parce qu'ils viennent d'une civilisation différente et il faut voir pourquoi ils veulent venir en France, pourquoi ils veulent venir en Belgique, pourquoi ils veulent venir en Occident. Voilà. Ben Donc, je oui, pense que et même droits et mêmes obligations, quoi. Je veux dire, c'est, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer normalement sur un même territoire que pour certains c'est le droit civil qui s'applique et pour d'autres c'est la charia, quoi. Je veux dire, c'est antinomique, c'est pas des valeurs qui peuvent effectivement faire corps entre tout un peuple, entre différentes personnes, quoi. On se divise les uns les autres, quoi. C'est pas viable, c'est explosif. exactement. Et donc, bah, pour conclure, eh bien, pour moi, Salman Rushdie et son agression, en fait, est un symbole de tout ce dont on vient de parler là. Et évidemment, je suis sans aucune réserve derrière Salman Rushdie. Malheureusement, je ne sais pas faire grand-chose qu'écrire, parler et réfléchir. Donc, eh bien, voilà, c'est ma manière d'être derrière lui, c'est ma manière de m'exposer. Je ne sais pas faire autrement. Donc voilà, je suis derrière Salman Rushdie. Je pense, je représenterai son livre, histoire de rappeler à quel point ce livre n'est pas insultant envers l'islam ni les musulmans. Ça me fait penser d'ailleurs au livre de Welbeck, Soumission, qui pareil, alors c'était un peu moins important, mais il y a eu en France un grand lever de bouclier, livre raciste, etc. Je l'ai lu, enfin, il n'y a absolument rien de subversif. Mm. Enfin, c'est impressionnant à quel point, en fait, et je vais terminer là-dessus, mais c'est impressionnant à quel point les croyants croient, mais pas que en Dieu. Ils croient en tout ce qu'on leur dit sans jamais appliquer leur esprit critique et du coup, ils se font manipuler comme des abrutis, comme le notait il y a 300 ans Spinoza, comme le notait Descartes, comme le notaient nos Lumières. Voilà. Ces gens-là ne réfléchissent pas et je les appelle, s'ils me regardent là, à mettre un petit peu leur haine de ce que je viens de dire de côté et à essayer de vérifier, de sous-peser, de regarder les éléments et d'arrêter de se faire manipuler comme des abrutis. Oui. Bah écoute, merci en tout cas c'est pour cet échange. Et comme toi, je pense aussi évidemment que finalement, il y a rien de neuf sous le soleil et que moi, personnellement, dans ma vie de tous les jours, ceux qui me font bouger, avancer,
et penser justement contre ce que je pensais par le passé. Ce sont des gens que l'on considère souvent comme des gens hérétiques, mais qui en réalité sont simplement en avance sur leur temps. Exactement. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Des gens en avance sur leur temps, ça s'applique évidemment à Salman Rushdie. Merci à toi, Oui, Pascal, pour cet échange extrêmement fructueux. À très bientôt. merci. À bientôt.